Bonjour à tous et bienvenue dans les Têtes dans le Cloud, un condensé de tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors aujourd'hui, épisode 18, c'est l'occasion de partager plusieurs choses. Déjà, on voulait remercier parce qu'on a atteint les 1800 abonnés sur la chaîne Global Expert Time, mais de laquelle, sur laquelle est portée aujourd'hui l'émission Les Têtes dans le Cloud. Donc on a vu une belle progression depuis qu'on a démarré. Bien évidemment, ça nous encourage à faire toujours plus avec vous. Donc merci à tous de nous suivre. Continuez bien évidemment à commenter. On apprécie le moindre commentaire, qu'il soit bon ou mauvais, même si les mauvais nous énervent bien sûr, comme tout amateur qui démarre. Mais en tout cas, on se fait toujours un plaisir d'y répondre. Ça anime le débat, ça anime nos réflexions. Donc un grand merci pour l'épisode 18, petite innovation du jour. On vous partage aussi, vous avez vu maintenant, on a de beaux pieds de micro. Alors on a rencontré un gros problème de son, un problème de son sur notamment le Back from Ignite qu'on avait fait il y a de ça 2 semaines. On s'est dit qu'il était grand temps qu'on investisse dans des pieds de micro pour les avoir plus près. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi en passant de l'amateurisme au professionnalisme et Dieu sait qu'on a fait un grand chemin et encore une fois je remercie Antoine qui se donne beaucoup de mal pour nous permettre d'avoir ces beaux épisodes et du coup on va pouvoir enchaîner sur ces bonnes paroles. Alors il y aura un mix un peu de complément parce que le Back from Ignite, voilà, on l'avait fait à chaud, on a appris des choses derrière. Nicolas, tu as des petites choses qui sont ressorties qui sont plutôt intéressantes et puis voilà, du quotidien en ce moment c'est assez actif en termes de news, voilà, on est sur une fin d'année qui nous apporte beaucoup. Noël approche, donc je pense le contenu de l'épisode va être dense aujourd'hui. On va essayer d'être synthétique comme d'habitude bien évidemment. Alors on démarrera sur le premier sujet avec Sora et la vidéo fut. C'est toi, Kevin, qui prendra le lead sur cette news qui est toute fraîche. Ça date d'hier. Globalement, si je dis pas de bêtises, voilà, on est 10 décembre et c'était annoncé le 9. On ira sur un sujet 2 au sujet des agents. Alors, avec le fameux titre Now Created with a Plan, c'est Romain qui nous expliquera ces innovations côté Copilot Studio et l'intelligence des agents. On ira sur un sujet, alors je vais essayer de le prononcer correctement, le translitical, voilà. C'est bien ça, Nicolas, ce mot qui débarque de nulle part, qu'on va beaucoup utiliser demain, très certainement. Oui, je pense et tu nous expliqueras pourquoi Power BI a désormais le droit d'écriture. Ensuite, Kevin, on reviendra avec toi. Alors, Viva Goals, objectif inatteignable. On n'en dit pas plus. Ouais. C'est triste, on est malheureux aujourd'hui et on partagera cette émotion avec vous. Et je finirai sur un petit sujet. Toujours, moi j'aime bien les petites innovations chez Microsoft Research pour vous expliquer en quoi l'IA Gen atteindra l'objectif Mars. Attention, et ça n'a rien à voir avec la planète. Du coup, on va démarrer avec toi, Kevin. Première information, Sora. On en avait parlé il y a déjà plusieurs mois maintenant. 11e épisode. Exactement. Donc, on rappelle que c'était le modèle de génération de vidéos d'OpenAI. Qui venait après DALL-E. Qui venait après DALL-E. C'est ça, c'était, pour le rappel, OpenAI propose des modèles qui permettent de générer du texte, des idées, qui est ChatGPT. Ils ont lancé ensuite DALL-E, qui est spécialisé dans la génération d'images, et Sora a été annoncé il y a 9 mois pour la génération de vidéos. Donc à l'époque, on voyait des mammouths, un cosmonaute, on avait quelques brides d'images qui montraient, c'était plutôt joli, grande qualité. Joli. Il y avait quelques limitations qui étaient remontées, mais la particularité, c'était que le produit n'était pas mis à disposition parce que c'était un accès même plus anticipé, c'était très anticipé. Ils avaient sélectionné vraiment sur le volet quelques créateurs qui leur permettaient de tester, de donner des feedbacks. Et après, on n'a pas eu trop de nouvelles en fait pendant 9 mois, sauf hier. Donc, ils ont annoncé le lancement officiel de Sora est disponible pour la plupart des utilisateurs. Donc, ça a permis de remettre en avant le fait, les capacités de la plateforme à générer des vidéos qui sont ultra réalistes quand même. Il y a quelques exemples là qui passent à l'écran. Donc, il y a on peut faire des vidéos un peu fantaisistes, des vidéos. Là, tu vois pour la première fois, Nicolas. Ce n'est pas Pirates des Caraïbes, c'est bien du complètement généré. Tu as des images qui sont vraiment très réalistes, même en termes de teint, de peau, de texture. C'est très impressionnant. Donc, on le rappelle, Kevin, vu que c'est l'IA génératif, c'est généré par prompt. C'est-à-dire, on décrit ce qu'on espère voir le plus fidèlement possible, le plus détaillé. C'est le principe du prompt engineering. Et je vais y venir tout à l'heure, parce que tu as différentes manières en plus d'interagir avec Sora. C'est ça, c'est une des nouveautés. Alors,
la qualité, elle est bien. Les limites qui avaient été remontées à l'époque, il y a 9 mois, sont toujours les mêmes. Il y a des problèmes, notamment sur la génération de la physique. Donc là, il y a quelques exemples qui sont assez marrants qui vont être montrés. Par exemple, quand il y a plein d'objets qui sont générés, ce que tu demandes, par exemple, de générer une circulation dans un carrefour un peu rempli, bah, tu vas voir que les voitures en fait fusionnent entre elles. Là, les chevaux, quand on a plein, voilà, les canards fusionnent entre eux. Donc, tu as des problèmes un peu de physique comme ça. Et le plus bizarre de tous qu'on a récupéré pour la partie exemple, c'est le rhinocéros. Bon, là, par exemple, ici, tu as un téléphone qui va apparaître, tu vas voir de nulle part, tour de magie, hop. Et attention, il va disparaître de nulle part. Je comprends mieux les spectacles de magie. C'est ça. Et tu as le rhinocéros aussi, vous allez voir, moi, c'est celui qui m'a donné le plus mal à la tête. Donc, tout va bien pour l'instant. Et après, Non, même là, ça... voilà. Enfin, donc, il y a des limites au niveau de la physique. Ça, ils en étaient conscients il y a 9 mois, donc ils n'ont pas totalement réglé ce problème-là. Par contre, là où ils ont précisé des choses et apporté des fonctionnalités en termes d'interaction avec Sora, c'est qu'effectivement, tu peux envoyer un prompt pour générer des images. Enfin, des vidéos, pardon. Et il y a tout un tas de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées aussi. Donc, je les ai prises dans l'ordre. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle Remix, qui permet de régénérer des vidéos identiques, mais en ajustant certains éléments du prompt. Donc, en fait, toutes les vidéos que tu génères, tu peux les publier dans la bibliothèque, la médiathèque Sora. Et toi, en tant que créateur, si tu as un prompt qui te donne des résultats qui sont assez intéressants, donc si tu regardes là, par exemple, une porte qui s'ouvre vers une bibliothèque, et ben, tu peux repartir de ce prompt-là et dire bah, je veux finalement modifier le type de la porte. Ou derrière, je veux pas que ce soit une bibliothèque, je veux que ce soit de l'espace. Ou telle autre chose. Alors c'est d'ailleurs une chose, hein, tu parles de fonctionnalité, c'est quand même l'annonce au-delà de la mise à disposition du modèle, c'est qu'ils te mettent à disposition une plateforme en fait, avec des fonctionnalités, c'est un studio presque, comme Dali qui va te permettre de... donc c'est une nouvelle plateforme, hein, c'est Sora.com si je ne dis pas de bêtises, ça. Et du coup qui se différencie de la plateforme ChatGPT par un accès direct, et du coup voilà, on a des fonctionnalités parce qu'on a un studio de développement de vidéos par l'IA générative. Donc tu as la fonctionnalité Remix, tu as la fonctionnalité Recut qui est bien aussi, c'est que tu peux prendre une vidéo de base, sélectionner uniquement la partie de la vidéo qui t'intéresse, et du coup, vu que tu l'as coupée, tu l'as trimée, tu peux générer les images qui viennent après ou les images qui viennent avant. Donc tu vois, tu exploites une vidéo qui existe déjà. On peut sauver Star Wars épisode 8. Challenge, Romain. Il y a peut-être un Moi perso, je trouve que ce film n'est pas sauvable, mais bon. Est-ce que je peux cut tout le film et le refaire? C'est ça. Je cut juste le générique de départ. Après, alors ça, il y a une fonctionnalité, peut-être que ça va être la solution, mais avant ça, il y a la fonctionnalité Loop qui permet, pareil, d'isoler une partie de la vidéo et la reboucler autant que tu veux. Donc par exemple, tu vois une fleur qui éclot. Les vagues, tu sais, qui loupent comme ça à l'infini. Donc ça peut être assez joli pour ce qu'on appelle des b-rolls dans les vidéos. C'est des images un peu, des vidéos de transition un petit peu dans tes montages. Storyboard. Peut-être que ça peut sauver Star Wars épisode 8. En fait, une des difficultés que tu as dans la génération d'images et de vidéos, c'est que quand tu fais une image, tu dis, génère, je sais pas, Nicolas, par exemple, assis dans un bureau. Si tu veux générer ensuite une autre image pour raconter une autre scène avec le même personnage, t'as pas la consistance. Donc tu as des moyens un petit peu détournés pour récupérer des choses, mais là, ils ont pensé à ce cas-là, parce que la vidéo, il faut une cohérence à travers tes différentes scènes. La persistance des objets dans le temps. Exactement. Même du style, la lentille que tu demandes d'utiliser et tout. Et ça s'appelle Storyboard. Et Storyboard, du coup, ce que ça va te permettre de faire, c'est avoir plusieurs panel où tu vas faire différents prompts et quand il va générer les vidéos, il va prendre ça comme une histoire entière et il va te générer un nombre de frames avec une consistance graphique, visuelle, créative sur le tout en fait. Donc s'il te génère un perso, il retient finalement le prompt qu'il a utilisé pour le perso et il te le maintient dans le temps. Et toute l'ambiance. Et toute l'ambiance qu'il y a autour. C'est un vrai storyboard. C'est intéressant, c'est extrêmement intéressant. C'est ultra intéressant pour les personnes qui veulent storyboarder quelque chose avant de lancer une production vidéo plus importante. Trop bien. Ça, justement. Tu as la partie blend qui est sympa aussi. Tu peux prendre deux vidéos différentes et les fusionner pour un peu avoir le meilleur des deux mondes. Par exemple, là, tu as un exemple où tu as des flocons de neige qui tombent à gauche. À droite des pétales de fleurs et tu fusionnes les deux et ça tombe, c'est super intéressant. Superbe. Tu as la partie preset qui est un peu plus classique. Tu peux enregistrer des styles que tu aimes bien. Par exemple, quand tu génères des images, si tu aimes bien le style Pixar, tu sais, à chaque fois, c'est un peu relou de taper le même prompt encore à chaque fois. Et là, tu peux enregistrer des presets. Ils te le proposent pas, c'est toi qui les enregistres? Alors, ils t'en proposent quelques-uns, mais tu peux enregistrer tes propres presets que tu peux mettre à disposition à la communauté ensuite. Et du coup, tu as le mammouth, par exemple, tu peux passer d'un preset noir et blanc à un preset un peu créatif.
Et la dernière feature, ce qui est intéressant, tu peux prendre une photo et lui demander de t'animer la photo j'ai vu ça, sous la forme de mouvement. Ça, j'ai pas cru. Les résultats sont un peu bizarres en fonction de si ça implique de la physique. Typiquement, il y avait un exemple, je crois qu'on l'a pas mis là, mais c'est un exemple d'un YouTuber en fait qui joue une partie de Ultimate. Donc c'est une partie de rugby frisbee, c'est un mélange de ça. Et du coup, la photo, c'était une photo figée où il attrapait un frisbee. Donc il a demandé d'animer le reste. Et là, ça fait des choses bizarres. Un peu comme le rhinocéros. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une autre tendance. Je vous l'avais partagé. J'ai plus le nom du modèle, mais notamment, il y a un modèle qui a été annoncé dernièrement dans le domaine des jeux vidéo. Enfin, qui s'appliquerait pas mal aux jeux vidéo. C'est justement, tu as une image et ça te rend un monde ouvert. Tu vois, c'est que tu vois ta photo de village médiéval et en fait, tu peux carrément te balader dans le village à partir. Ça te génère tous les plans d'après, comme si c'était un monde ouvert où tu peux te balader. Donc, tu sens que ce côté de créer à partir d'un plan statique quelque chose d'animé ou même quelque chose en vision un peu 3D est vraiment en train d'arriver pour le coup. Mais ce qui était impressionnant, c'était que même si, là c'est un peu aléatoire en termes de physique, mine de rien, le fait qu'il est animé en prenant en compte derrière toutes les caractéristiques de la photo, la luminosité, le décor et tout, c'est quand même pas mal. Et sachant que ça, c'est une première version publique, donc ça ne peut pas être pire que ça. Ce qui est extrêmement intéressant quand même, c'est que, encore une fois, ça a été annoncé il y a presque un an maintenant. C'est enfin disponible. Moi, je voyais ça tellement plus tard, mais ça va tellement vite que voilà, c'est disponible. C'est pas si cher en vrai. Alors, on va en parler après. Non, mais c'est pas si cher par rapport à quelque chose d'extrêmement nouveau et ce que ça fait, l'impact. Après, l'histoire de la physique, il est important de le rappeler. On rappelle qu'un l'IA générative, finalement, elle génère en probabilité toujours l'image d'après, c'est ce qu'elle va faire par rapport à un contexte donné, etc. Mais du coup, cette représentation de l'objet en 3D n'existe pas aujourd'hui dans les modèles d'IA générative. Et d'ailleurs, il y avait une super interview de Yann Lequin qui expliquait ça, je crois, sur le podcast Génération Do It Yourself. Il disait globalement, si tu as l'image d'un stylo que tu lâches, l'IA générative connaît bien le plan de départ, la génération de ton image du stylo, le plan d'arrivée qui est le stylo qui est par terre. Mais ce qui se passe finalement dans l'environnement entre les deux, ça reste très abstrait et c'est fait avec une logique, on va dire... d'IA. Après, il y a des choses qui sont... d'IA, etc. Et l'exemple du rhinocéros est très bon parce qu'il est bien fait, la savane autour est bien faite, mais alors il se déplace d'une manière qui est inconsistante par rapport à ce qu'on attendrait. Mais là où c'est impressionnant, le plan du Kraken au début, avec les vagues, avec la... Exactement. Alors par contre, c'est là où tu vois, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux faire un film à base de scénettes et de plans enchaînés, où t'as pas trop de déplacements, globalement, dans ton environnement de choses complexes, tu peux très clairement arriver à faire un beau film. Les vagues sont réelles, je veux dire, les vagues sont vachement bien. Qui tapent contre le bateau, enfin, je veux dire, il y a quand même pas mal d'éléments. Même sur cette scène à l'écran, là, on voit des personnes dans l'eau avec des trucs enfumés. En vrai, ça pourrait être un montage artistique, concrètement. On aurait le même résultat. Je pense que ça va pas mal aider, comme tu sais, l'industrie du cinéma, pour notamment toute la partie storyboarding, ça prend du temps, c'est coûteux, surtout pour la génération, tu sais, un peu d'image de synthèse pour juste voir à quoi va ressembler l'industrie du cinéma ou les amateurs. Enfin, les amateurs aussi, c'est ça ce que j'allais dire. Qui n'a pas envie de créer son Pixar un jour juste pour s'amuser même tu vois, de mon côté, si jamais moi, tu vois, par exemple, à titre personnel, j'aimerais bien, tu vois, progresser un peu en vidéo, etc. C'est pas l'expertise pour faire du storyboarding, etc. C'est ton propre DBZ, on te connaît. Moi, j'avais vu des vidéos comme ça, où effectivement, des vidéos figées, même en noir et blanc, de personnes, de famille. Alors, il y a un aspect aussi très personnel, et tout d'un coup, la photo s'animait. Une femme avec un enfant, je crois que c'était pour un anniversaire, un goûter, il y avait un gâteau, etc. Et tout d'un coup, ça s'anime comme si une vidéo de quelques secondes. C'est extraordinaire. On revit des moments. Le potentiel sur de la photo ancienne, etc. Je pense pour les personnes, encore une fois, les personnes disparues, etc., peuvent vraiment aller très très loin. Alors après, il faut voir jusqu'où on peut aller en termes de... Je pense que on va déjà trop loin sur le sujet. C'est-à-dire qu'en Chine, ils utilisent les réseaux sociaux pour recréer une IA de la personne disparue. Ils recréent les gens décédés. Et donc là, et avec les vidéos, ils recréent les vidéos. Donc si on rajoute encore ça... c'est ça. En fait, t'as une ligne morale qui apparaît. J'ai toujours l'image, tu sais, de la photo de famille d'Harry Potter. Tu vois, qui s'anime, c'est pas loin de ça. C'est exactement ça que je voyais. Là, du coup, ils ont quand même gardé. Tarif, du coup. Ouais, tarif. Bon, ils ont gardé déjà quelques principes. Par exemple, tu peux pas demander de générer des vidéos de personnes connues, de personnes mineures. Enfin, ils ont mis tout un tas de contrôles comme on l'a sur Dali déjà. Mais personnes connues, c'est-à-dire de célébrités. Si jamais je mets une vidéo de Satya Nadella serrant la main à Kevin Alandou, ça ne marchera pas, malheureusement. Très bien. Voilà. Après, on a aussi vu des problèmes qu'on a testés. Dans le monde pro, par exemple, tu as une collègue qui s'appelle, c'était toi qui m'en parlais,
je te vois sourire. Tu as une collègue qui s'appelle Lolita, elle n'a pas le droit de faire de l'IA. Parce que globalement, c'est le mot qui déclenche tous les filtres pédophilie. Exactement. Voilà. Donc par exemple, il y a des gens aujourd'hui, à cause de leur prénom, ils sont exclus des technologies. Donc ça, je pense qu'on pourra même en faire un vrai débat de fond un de ces jours. Mais les prénoms peuvent t'exclure des technologies d'aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent des mécanismes de filtre qui sont pas parfaits. C'est ce que tu cites. On en reviendra peut-être sur un sujet à part trop exclusif, mais bon, d'un côté, c'est la sécurité. Aujourd'hui, tu peux pas tout faire. Si on faisait un petit focus sur les tarifs, ça coûte combien? Sora va être disponible avec une licence ChatGPT+. Donc ChatGPT+, c'est $20 par mois par utilisateur. Et du coup, avec ça, tu as le droit à 1000 générations de vidéos. Et 1000 générations de 5 secondes, non, c'est pas ça? Justement, j'y arrive. C'est maximum 720p et maximum une durée de 5 secondes par vidéo. 720p, c'est très bien déjà. C'est déjà bien. Et toutes les vidéos générées sont sans son, de toute façon. Donc là, tout ce qu'on montre, de toute façon, c'est juste de la vidéo, il n'y a pas d'audio derrière. Il y a un nouveau mode de licensing qui s'appelle ChatGPT Pro, qui fait partie des annonces. Donc, j'explique déjà ce qu'il y a dans Sora à l'intérieur, dans la version ChatGPT Pro. Ça coûte $200 par mois, par personne. Mais là-dedans, tu peux générer 500 vidéos. Donc, sinon, tu as 10 000 crédits. D'accord. Tu as la partie 1080p en termes de génération, 20 secondes de vidéo tu peux générer. Et tu peux générer jusqu'à 5 vidéos en même temps. Donc là, tu commences à faire du petit film, quoi, sans attendre 6 mois pour avoir ton... Et tu peux télécharger la vidéo sans watermark. Parce que globalement, quand tu génères... En plus, quand tu génères, Kevin, malheureusement, tu peux te gourer. C'est-à-dire que les 5 secondes que tu crées peuvent être inexactes. Donc si tu en as 50 et que finalement, sur les 50, il n'y en a qu'une qui te plaît, et du coup, ton film, tu n'as que 5 secondes de ton film pour un mois. C'est ça. C'est ça. Et c'est là que je te rejoins. Moi, ce que je reproche à la version, par exemple, tu prends Dall-E. Au début, c'était marrant, on apprenait tous à se servir de Dall-E. Ouais, je m'en sers pas tous les jours, donc je suis pas un pro. J'ai voulu m'en servir hier. J'ai eu le droit de faire 2 images qui n'allaient pas. Voilà, au revoir, j'ai perdu mon temps. Et pour moi, je suis désolé, mais là, je suis cassant. Ces outils-là sont une perte de temps parce que quand tu as le droit de faire un prompt par mois et qu'ensuite on dit désolé, je progresserai jamais sur l'outil. Et pour moi, du coup, il est inutile et j'en veux pas. Je fais exprès l'avocat du diable un peu les gens, mais on pousse à la version plus. Enfin, je veux dire, faut être au après, moins la version tu plus. peux utiliser sinon Microsoft Designer. Exactement, c'est ce que je fais. Perso, et moi j'ai 70 crédits. 50 images par mois, ça te permet de faire des essais et de voir si à un moment c'est suffisant pour aller vers la version pro. Donc quand même, l'arrivée de la version pro est importante. C'est un nouveau mode de licensing sur ChatGPT. Donc là, on parle de tout ça, c'est hors écosystème Microsoft. Sora n'a pas encore été d'ailleurs annoncé sur Azure aujourd'hui. Pourrait le devenir prochainement. Je ne sais pas c'est quoi ce qui arrivera, on en parlera. Et du coup, dans la version Pro à $200 par mois. Donc, tu as cette partie de Sora. Qui n'enlève pas la version Plus, parce que quand je lisais les articles, moi j'avais l'impression que du jour au lendemain, ChatGPT était passé à $200 par mois. Et en fait, c'est vrai que le ChatGPT Pro, il est arrivé comme ça fin de semaine dernière. Il a popé. Et en fait, ils ont annoncé comme ça en disant vous savez, le modèle O1 qu'on vous a montré la dernière fois, qui est ultra impressionnant, etc. Et en fait, il est bridé depuis le départ. Exactement. Et on vous met à disposition dans la version ChatGPT Pro pour qu'ils appellent ça des power users, des enthousiastes de fou sur la partie IA, la modèle non bridée de O1 qui est du coup est plus performant sur tout ce qui va être analyse mathématique, etc. Et là, on a des benchmarks. Alors, on le rappelle, O1, c'était un modèle spécifiquement adapté à résoudre des problèmes complexes et en tout cas, notamment à séparer les parties d'un problème, ce qu'ils appellent le chain of thought de mémoire, et la chaîne de réflexion finalement du modèle, et qui est appropriée dans notamment tout ce qui est plus équations mathématiques ou des choses comme ça. Il priorise la réflexion plutôt que la vitesse de réponse. Exactement. Et de décomposer le problème étape par étape. Et du coup, c'est le graphe que tu montrais, Antoine, à l'écran, il est assez intéressant. C'est ce qu'ils annoncent quand même, ce qui justifierait de passer d'une version O1 dans un ChatGPT Plus basique à un O1 Pro, c'est qu'on a plus 50% de gains de résolution sur certains donc ils l'ont benchmarké sur les principaux concours mathématiques, etc. C'est comme ça qu'on évalue les IA Gen aujourd'hui. On vise une IA générale qui serait au moins aussi bonne que l'humain dans la plupart des grands concours maths, droit, etc. Et on obtient des plus 50% de résultats, ce qui est énorme en termes de raisonnement. Donc, il n'était pas si surprenant au début, mais là, on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment une bête de course derrière. Il y a déjà du gap. Et le deuxième chose dont on parle, c'est qu'il s'approche dans ce qu'on appelle le 90e percentile.
C'est-à-dire qu'on passe dans ce fameux plus de 90% de réponses. Et on sait que voilà, le seuil entre les 90 et 100 est très très dur à atteindre. Mais chaque pourcentage gagné, c'est une grosse dixième, étape. est une grosse étape. Ouais. Donc voilà, on a peut-être un super modèle de raisonnement là, qui est disponible. Et il s'était bien caché. Ils ont lâché les Ils ont chevaux annoncé sur ça la comme ça. version pro. C'était bridé. Donc on va terminer sur ça. Donc c'est quand même 2 grosses annonces sur le monde OpenAI et de l'IA générative. Du coup, c'est l'annonce de Sora enfin disponible. Voilà, il y a encore 6 mois, je disais à mes clients, on n'est pas prêt demain de faire en version pro de la génération de vidéos. C'était après-demain. J'ai encore menti cette année et je m'en excuse. Et c'est pas prêt de s'arrêter a priori. Le deuxième sujet, c'est le nouveau mode de licensing. Elle est encore incroyable, hein, l'image à l'écran là, en mode Pirates des Caraïbes. C'est le nouveau mode de licensing ChatGPT Pro à $200 par mois, mais qui comprend super modèle de raisonnement avancé et du coup de plus grande capacité de génération de vidéos avec Sora. C'est ça. On va passer sur notre deuxième sujet. On va revenir à notre monde Microsoft. Alors ton titre était plus long, je crois, à la base, Romain. C'était quoi? Oui, c'était... avec un bel accent anglais, vas-y, fais-nous rêver. They became intelligent and they have a plan. Ah. En fait, c'était parce que le titre de la news Microsoft d'origine... Et disons, je pense que toute une catégorie de fans de science-fiction savent que ce n'est pas juste un titre, mais une référence à un monument de la SF. Et on verra si les gens trouveront lequel. Le mettre en commentaire. Je donne un indice, mais ça, c'est que pour les gens de chez nous. C'est là une des séries préférées de notre CTO. Pour ceux qui le connaissent. Waouh. Alors, plus sérieusement, oui. Indice. Il y en a tellement. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière le sujet? Agent, côté Copilot Studio. Voilà, en fait, c'est même plus loin. C'est-à-dire qu'on a globalement... j'étais le premier, pendant maintenant les années qu'on fait cette émission, à toujours dire que la partie IA dans Power Platform ou Copilot, elle était risible, globalement. C'est que c'était des gadgets de démo, mais qu'au quotidien, on les utilisait finalement très peu. Bon. Aujourd'hui, côté Copilot Studio, plus précisément, et Power Platform, on commence à avoir des choses très cool. Là, on a eu la démo de justement quelque chose qui s'appelle Plan Designer. Et on a souvent parlé de je décris ce que je veux et puis ça me génère une application. Okay. On a toujours rigolé bien fort parce que derrière, les labels sont pas nommés, les écrans sont dans tous les sens, les galeries sont pas faites. Bon, il y avait de la marge. Là, on parle pas de ça. Là, on parle qu'on utilise l'IA pour faire de la conception applicative au sens premier, c'est-à-dire ce qu'on fait dans les vrais projets. Donc, on va discuter avec une IA du contexte du projet, de la prise de besoin. On va pas juste lui dire génère-moi, c'est voici le besoin, voilà. En gros, on lui raconte tout l'atelier qu'on fait, un atelier de conception. Le plus de détails possible. Elle nous pose même, elle nous aide à faire. Par exemple, si c'est mon assistant qui fait l'atelier, et par exemple, je viens de décrire une entreprise, un client, un contexte, des salariés, un job. Donc, par exemple, je vais parler, je sais pas, des gens sur une chaîne de production, ou les ressources humaines, ou les achats, etc. On est où? On est dans Copilot Studio quand on fait ça? Power Platform. Dans Power Platform, ok. Et du coup, il va me créer tous les personas liés à ce métier. Donc, par les connaissances de, on va dire, ChatGPT, qui a des connaissances sur plein de métiers, sur plein d'entreprises, à partir du moment où je lui décris le job de l'entreprise, je lui décris ce que veut le besoin, et je lui décris les personas cibles, il va me créer les user stories, il va me créer les tâches. En fait, il va me faire toute la conception métier. Et derrière, il va t'aider aussi à la conception technique. Donc en fait, c'est super intéressant parce que là, quand on va commencer à réfléchir à un projet, c'est vraiment l'IA, c'est un profil d'IA. Aujourd'hui, on pourrait déjà dire à ChatGPT, aide-moi à faire tel atelier. C'est très vague. Là, il a été vraiment pensé dans une posture service numérique. C'est hyper puissant, ça. Ouais, c'est génial. Tu es en train de me dire en atelier d'idéation, oui, tu es là en train de te dire, tu fais ton atelier et t'en profites juste pour bien décrire et le balancer, et à la fin, tu finis, tu as déjà tes user stories. Tes ateliers que tu fais à distance, tu récupères ton cercle, tu as formalisé ton recueil. Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'il soit rajouté avec Facilitator et compagnie dans Copilot 365, typiquement. Ouais. Tu vois, c'est la suite. Mais déjà, là, il est en preview dans la Power Platform, et c'est topissime. Et en fait, avec ça, c'est lié à une autre news qui vient avec celle-là. Je suis un peu rapide, parce que il y a des vidéos rigolotes. Romain, mais c'est vraiment le roi des liens. Tu sais, il te trouve des liens entre des news à chaque fois. Non, mais c'est vrai. Mais moi, c'est ce que j'aime bien, c'est parce que tu prends toutes les news Microsoft séparées une par une, t'as l'impression qu'il n'y a pas de plan, qu'il n'y a pas de cohésion. Alors qu'en fait, il faut se rappeler que l'idée, nous, c'est de prendre toutes ces news, toutes ces technos et de les utiliser ensemble au quotidien. C'est ça qui fait qu'on est les plus forts et les plus beaux. Voilà. Ça me fait penser aux prêtresses dans Dune, tu sais, c'est Romain, il travaille le master plan qui est derrière, il a tout compris avant tout le monde, tu sais, il voit la seconde lecture. Tout, et voilà, il a la compréhension globale. Toujours en lien avec la série qu'il faut trouver le titre, ce que tu viens de dire, ça marche aussi. Alors, plus sérieusement, c'est que là, on parlait des IA qui génèrent des applications. Comme j'ai dit, on en a bien rigolé.
Là, ils ont fait autre chose que je trouve super. Tu prends une application qui fonctionne. Là, ses écrans, ses interfaces, ses bases de données, ses connecteurs, ses flux. Application Power Apps. Power Apps, toujours. Ah, non, moi, je vais. Non, mais je pour, laisse le pour remettre .NET, un peu de contexte. Voilà, à mes copains qui aiment le .NET. Moi, j'en ai fait assez pendant des décennies. Plus sérieusement, voilà. Et cette application, elle marche, elle est en prod, elle fonctionne, base de données, flux, tout ce que tu veux. Eh ben, je vais lui dire que je veux un chatbot qui complète cette application et qui devient un nouvel moyen d'interagir avec cette application. Okay. C'est-à-dire qu'il va me générer toutes les interfaces, tous les échanges, tous les écrans, il va me donner la possibilité de les faire en chatbot. Et il va les faire. Donc les interfaces de saisie, ben, il va me poser les questions pour les champs. Ou faire l'extraction d'entités si j'en parle. Je veux lancer un flux. Voilà. Donc, par exemple, tu prends une application d'SIRH, ça veut dire que la demande de congé, il peut la faire, mon solde, il va le faire. En fait, il reprend toutes les fonctionnalités qu'il voit sur les écrans. Ouais. Et il les colle sur une IHM de chatbot. Ça, quand tu dis compléter, c'est pas compléter les fonctionnalités manquantes, c'est juste un moyen d'interaction différent. C'est ça. Il te rajoute une nouvelle IHM. Et ça, c'est cool. Parce que justement, c'est-à-dire que tu as une application qui est diffusée sur un certain canal, des écrans, des mobiles. Tu te dis, et combien d'entreprises nous ont dit, bon, je voudrais rajouter un chatbot. Ben, voilà. C'est une demande très fréquente d'ajouter une fonctionnalité et un canal chatbot à une application existante. Voilà. Ouais, et donc, peut-être demain, la fonctionnalité voix aussi. Alors oui, Microsoft, ils y travaillent beaucoup. La voix, on a vu une super démo à l'Ignite, hein, où ils basculent sans changement de contexte, etc. Ça, on en reparlera. Moi, j'attends un petit peu que ça avance dans l'année avant d'en faire une grosse news, parce que j'ai envie de faire moi-même la démo, parce que j'ai, comme tu sais, les sujets voix, il y a tellement de typos dans le monde réel que je voudrais vraiment le tester. J'aurai un petit sujet à la fin sur ça. Voilà. Et du coup, donc, si on résume, donc, application existante, on peut amener un nouveau canal d'interaction qui est le bot aujourd'hui. Voilà. Donc, on rajoute un agent, un agent conversationnel en quelques clics. Du coup, et il utilise ta base de données, tes workflows. Et du coup, quand je me connecte sur ma Power App, je sais pas, sur mon mobile, c'est deux choses différentes. C'est vraiment, tu rajoutes un agent. J'ai un agent. Je me connecte à l'agent, en fait. En fait, il te rajoute un agent. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise toute la logique qu'on a parlé la dernière fois des agents autonomes. C'est ça. En fait, c'est ça qu'il crée derrière. En fait, il reprend les accès bases de données, il reprend les flux. En fait, il crée un agent autonome avec le système d'agents autonomes qu'on en reparlera encore. C'est la grosse news de 2025. Ouais. Hein. En fait, il crée un agent autonome sur la structure de l'application. Donc, en fait, exemple, j'avais développé, je sais pas, une application de déclaration d'incidents sur le terrain, etc. En fait, du jour au lendemain, j'ai juste un agent de déclaration d'incidents avec qui j'interagis, quoi. Voilà. Et en plus, ils ont même pensé à moi qui allait faire oui, mais c'est nul. Parce que moi, j'allais dire ouais, c'est nul. Parce que ça marche que si j'ai tout fait en Power Automate, quoi. Ben non, parce qu'il y a la petite news qu'ils ont glissée à l'Ignite. Coucou, on gère l'interprétation du PowerFX. Ah bon, bah Romain, tais-toi, en fait, voilà. Voilà, globalement, voilà, parce que sans l'interprétation du PowerFX, en vrai, si un développeur un peu hardcode avait remplacé toute une partie de Power Automate par du PowerFX, en fait, mon use case, il s'arrête. Et ils ont fait, non, bon, c'est en preview, mais on gère le PowerFX. Bon, ben voilà. Ils ont pensé. Ils ont pensé que j'allais râler. Ils m'écoutent. Et à ça se lie autre chose. C'est que tu as beaucoup de fois. Il est quand même passé du statut de Monsieur Bougon sur tout ça. J'avais l'impression d'être moins excité par toutes les exactement, là, il est totalement excité sur ça. Et encore. Et la news après, c'est encore la suite. C'est que là, on vient de parler donc de concevoir des applis, de les générer, ça c'est vieux, de faire le bot en plus. Ouais. Et puis là, par exemple, j'ai des cas avec des clients, des applications énormes qui s'appellent je reçois des documents, des pièces jointes, des formulaires, des multicanaux de saisie. Et puis derrière, j'ai une application un peu relou à remplir ou à compléter partiellement. Et souvent, c'est des projets qu'on nous demande en RPA ou en IA, d'analyse de doc qui arrivent suivant certains trucs. Et ben là, ils ont fait le petit plus très rigolo, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir rajouter un bouton, mais juste un bouton. Là, je parle pas de développer un module IA. Un bouton en haut de n'importe quel formulaire Power Apps. On y glisse une pièce jointe. Il l'analyse et il remplit tous les champs qu'il veut avec. Ok. Les champs, du coup, qui sont pertinents. Pertinents dans le formulaire. En fait, il te fait une proposition, comme tu fais l'auto-remplissage de tes coordonnées sur un site de vente grâce au navigateur. Mais parce que si ton application elle a plein de formulaires, par exemple... Alors, il prend sur celui que tu as à l'écran. En fait, c'est un composant... C'est le bouton que tu rajoutes au formulaire. C'est un bouton que tu lui drag and drop quelque chose. Okay. Il va y appliquer les modules AI Builder, globalement, d'extraction d'informations, de façon automatique, sauf que lui, vu qu'il a le formulaire en dessous, et comme je viens de vous raconter qu'à partir d'un formulaire, il sait générer un chatbot, en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, il sait analyser une application. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va adapter et customiser de façon automatique le modèle natif AI Builder d'extraction d'informations dans une image pour aller récupérer les informations du formulaire
à l'intérieur. Et c'est ça qui est fou, c'est pas juste au hasard, je prends des infos dedans, c'est vu qu'il sait analyser un formulaire avec les news que je viens de vous donner avant, les infos qu'il a extraites de l'application, il s'en sert pour déduire les instructions qu'il doit donner au modèle AI Builder d'extraction d'informations d'images, et ensuite il sort les infos pour compléter ton formulaire. Le use case, les notes de frais. J'allais dire note de frais, Facture. sinon rapprochement de facture, facture commande. Alors, le rapprochement de facture, en vrai, c'est un projet qu'on fait en dehors parce qu'il y a des templates, il y a des logiques, mais en fait, tu peux le faire pour tout et n'importe quoi. Un mail, c'est con, mais des informations que tu as reçues par mail pour compléter, en fait, ça devient du multicanal. C'est-à-dire que quelle que soit la façon dont tu as reçu une information que tu dois transposer dans une appli, par contre, là, c'est plutôt quand même l'étape de je le saisis manuellement plutôt que j'ai automatisé. Si. Alors, il te fait un pré-remplissage. On ne vient pas parler d'avoir remplacé le RPA, tous ces projets. Ça reste quand même dans une utilisation par la personne manuelle où elle cherche son fichier, elle dit tiens. Ouais, mais c'est super en fait. Qu'est-ce qui nous empêche de le glisser dans toutes les applis et de se dire que tu l'utilises, ça marche, tant mieux, tu l'utilises pas, tant pis. Oui, c'est un bouton. C'est ça qui est cool, c'est que c'est juste un bouton, c'est pas une grosse action de dev. Par contre, c'est un bouton qui engendre des coûts et AI Builder d'ailleurs. On parle pas coûts, monsieur. On parle expérience. Restons une animation du 78, ne parlons pas argent. C'est uniquement des documents ou ça peut être aussi, tu sais, c'est AI Builder. Des documents qui sont remplis, tu sais, à la main, manuel. C'est AI Builder reconnaissance image, donc c'est tout avec ses forces et ses faiblesses. Mais l'idée, ce n'est pas de faire un nouveau système. Il y a des IA qui font ça très bien. L'idée, c'est de rendre hyper accessible. Sachant que sur AI Builder, là, dernièrement, on avait fait des comparaisons en interne. C'est du Azure Document Intelligence derrière. Donc, c'est-à-dire que tu as vraiment une belle reconnaissance des entités, des mots-clés, du format clé-valeur, du format tableau. Il faut toujours un peu l'entraîner. Là, ce qu'ils te disent, c'est que vu qu'il sait analyser ton appli, il va pré-entraîner l'extracteur d'informations pour toi. C'est ça qui est cool, en fait. Voilà, donc tout est lié. Ouais. Et là, maintenant, du coup, on a souvent aussi parlé, moi je rigolais un peu des... c'est le mea culpa de fin d'année, quoi. Les environnements managés. On va appeler cet épisode « Romain se livre ». Et on avait côté Power Platform les environnements managés, et qu'on avait mis la première annonce, ça a été « Ne cliquez pas ». Parce que déjà, il y a 2 fonctionnalités, et ensuite, l'intégralité de vos applications deviennent premium. Donc ça, c'était la première annonce, jadis, quand c'est sorti. Aujourd'hui, les environnements managés, c'est top, parce que toutes les super fonctionnalités, elles y sont, et c'est pas juste 2 boutons, c'est vraiment la folie. La petite news, c'est que maintenant, Microsoft, ils ont dit, on est parlé de environnement managé à managed governance. Parce qu'en fait, maintenant, on parle plus... L'environnement, finalement, c'est la gouvernance. Donc, on va parler de managed governance. Mais du coup, on va aussi parler d'autres choses. On va parler de Managed Ops et de Managed Security. D'accord. Voilà. Donc, en fait, on va aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que maintenant, la Managed Governance, ça va aller des sujets aussi d'usage, de licence, d'adoption, vraiment tout ce qui est lié à la gouvernance. Concrètement, ça veut dire quoi? Des boutons. Ces 3 personnages, des boutons, des boutons, des menus. Dans le CO, c'est à côté. Non, justement, le CO, c'est à part. C'est que justement, c'était toute la guerre entre le CO et les environnements managés. Centre d'excellence. En fait, l'annonce de Microsoft, c'est qu'ils se disent, OK, c'est bon, il faut qu'on passe la seconde en gouvernance. Ouais. Et comme il y aura Copilot Control System qui arrivera, etc. Et donc là, justement, ils ont vu que le côté des managers d'environnement, ça marchait bien. Que maintenant, autant il y a quelques années, un client lui disait Power Apps, licence, au revoir. Maintenant, globalement, les gens comprennent que, oui, il y a un vrai intérêt à utiliser des licences Power Platform, voire du premium, parce que le ROI est juste fou aujourd'hui, parce que ça apporte. Et c'est la même pour la logique de tout ce qui est managed en Power Platform. Et du coup, ils passent une step de juste des managed environment à de la managed governance, mais aussi pour la partie Ops. Parce qu'aujourd'hui, pareil, la partie Ops, c'est plein de petites choses sympatoches. Alors, en vrai, on fait ce qu'on peut faire dans la plupart des technos, cycle de vie applicatif, pipeline, c'est tout. Sauf que là, pareil. En fait, ils vont mettre toute une logique Managed Operations qui va pouvoir mettre un espèce de chapeau sur toute la partie Ops Power Platform qui existait déjà. En fait, c'est surtout qu'ils restructurent, ils mettent un endroit unique. C'est ça. Donc, on a des interfaces d'administration dédiées pour tous ces sujets. En gros, un portail de gouvernance, d'administration et d'Ops. Là où c'est le plus fréquent, c'est quand je vais lister un peu les fonctionnalités de sécurité. Les Advanced Data Policies, toute la partie gestion d'identité, d'audit, l'isolation, tout ce qui est geofencing, isolation, etc. de network, de réseau privé, et tout ce qui est encryption. Ouais, donc tu as un mix. Tout ça existe déjà. Ce qu'on a dans Azure, ce qu'on a dans Purview. Tu sens, ça fait un peu de la description à la Purview, tu sais, mais qui est encapsulé en mode low-code. D'ailleurs, je le montrais dans une autre truc, c'est que d'ailleurs, ce qui est beau, pour faire la micro-parenthèse, l'intégration des labels et de Purview dans Copilot Studio ou
c'est une dinguerie. C'est qu'en fait, c'est naturel, ça s'affiche. C'est beau, c'est juste ça. Je le glisse. Les gens me posent souvent la question, oui, c'est pris en charge nativement. C'est ce qui est extrêmement frustrant avec PureView. Un jour, il faudra qu'on fasse un épisode dessus. C'est que, alors déjà, tu as ceux qui sont frustrés de l'ancienne version, qui ne savent pas qu'il y a une nouvelle. Tu as ceux qui ont eu la nouvelle, mais bon, qui sont un peu inquiets du modèle de tarif qui est dur, qui n'est pas prédictible vraiment aujourd'hui. Par contre, à chaque fois qu'on en parle, notamment des étiquettes de sensibilité, les labels, etc., tout le monde dit, mais c'est extrêmement puissant. Enfin, et on sous-estime l'impact que ça a côté Power BI, et on en parle souvent Nicolas. Ce serait bien un épisode dédié à ça. C'est extrêmement transverse. En plus, c'est une des technos. Je pense à quelqu'un dans mon équipe, si elle regarde, il se reconnaîtra. Exactement. Je ne dis pas le nom là tout de suite. C'est très transverse en plus. C'est très transverse. Et ouais, à part Entra ID aujourd'hui qui est aussi transverse, tu as PureView qui a un impact fort sur l'ensemble de tes datas dans un monde Microsoft. Et on sous-estime. Donc merci Romain de soulever aussi qu'il y a une belle intégration PureView dans Copilot, parce que souvent, on parle aujourd'hui de PureView qui est entre Azure et le monde data, pas mal. Enfin, Microsoft 365, Azure et le monde data, mais le low-code n'est pas en reste. Moi, je dis toujours, en low-code, on me demande et la sécu et PureView, je fais, il n'y a pas de question, en fait. C'est natif et naturel. Et pour conclure, ces news, mais qu'il faudra peut-être qu'on retraite un peu plus tard avec surtout Kevin, ils viennent de lâcher je sais pas comment je trouve pas le mot, mais une pluie de pré-built en Copilot Studio, Copilot 365, Copilot tout court. Donc il y en a dans tous les sens. Des personas d'agents. Il y a des personas côté Copilot 365. Une trentaine, non? Un peu plus? Pardon? Ouais, voilà. En Copilot Studio, il y en a plein des pré-build pour tous les use cases. Moi, je trouve ça c'est cool, mais je rappelle que c'est comme en Power Apps, on avait des centaines d'applications toutes faites. C'est cool, mais dans la vraie vie, il y a quand même du boulot derrière. Ouais, ça donne des idées, ça lance la démarche. C'est ça lance la démarche. Il faut le voir comme de l'idéation et comme le step 0 pour démarrer. Mais comme je rappelle toujours, Copilot Studio, ce n'est pas ChatGPT, ce n'est pas Copilot 365. C'est avant tout un assistant de conversation, chose qui va bien sûr changer en profondeur l'année prochaine. Comme on le dit toujours, avec les agents autonomes à partir de 2025, quand ça sortira de preview, Copilot Studio ne sera plus un chatbot. Copilot Studio sera avant tout de l'IA qui orchestre un ensemble d'activités et d'actions au service d'un use case. Et peut-être que ce use case va utiliser un chatbot pour te répondre. Un studio de développement de processus intelligents. Voilà. Mais ça, c'est de la preview. Comme toujours, aujourd'hui, à date, c'est ce que je disais hier à un client, tu veux faire maintenant un Copilot Studio à livrer avant Noël, c'est un chatbot. Tu veux te mettre en mode preview vers le turfu, là, on va prendre ce que je viens d'expliquer, et ça, c'est 2025. Et je conclue là-dessus. Et c'est très bien. Écoute, c'était super intéressant. Alors moi, je reste, on va dire quoi, pour utiliser le mot sur le plan, parce que c'est génial. Je me dis, l'impact, il est extrêmement fort. Les user stories, c'est des choses dans l'automatisation de tâches chronophages et des fois pas toujours évident. Là, tu te dis en atelier, en fait, tu sors de l'atelier, tu as eu ton idée, tu as déjà ton plan, ton backlog, tes user stories, etc. Là, j'ai en tête des ateliers. Exactement. Je pense que Kevin, moi, si tu veux, j'aimerais bien m'en servir là. Il faut que je vérifie où sont mes licences parce que là, typiquement, j'ai un client qui avait construit un backlog un peu léger avec quelqu'un. Et moi, je serais bien curieux de donner à manger ce backlog à Plan et de voir ce qu'il en fait, en fait. Là, exactement, et de voir le côté concret derrière. Voilà, j'aimerais bien voir ce qu'il en fait à partir de ça. On va fermer là-dessus. Donc, on résume la partie plan qui permet de créer à partir d'un prompt où on décrit l'idée d'une application, tout un plan user story, etc. Donc, un plan fonctionnel, notamment, mais t'aider après sur la mise en opération technique, la mise en œuvre. Les environnements managés avec les enjeux de gouvernance, de sécurité, l'intégration PureView, etc., qui maintenant a son propre centre d'administration et qui devient de plus en plus accompagné. Et tu as dit les accélérateurs en agents pré-built, donc les templates déjà disponibles pour avoir plein de personas prêtes à l'emploi d'agents à déployer via Copilot Studio. Est extrêmement riche pour un mois de décembre et j'imagine que c'est pas fini, mais merci Romain pour le partage. On va passer à toi Nicolas. Oui. Alors, le mot du jour, définition translytical. Translytical. Alors, jamais entendu en anglais, jamais entendu en français. Je ne sais pas s'il y a une équivalence. Se cache derrière ça, donc une news annoncée en Ignite. On ne l'avait pas eu nous juste à la keynote, ça a été annoncé juste après sur les focus group. Du coup Fabric / Power BI et qui a un impact alors qu'on a vu en sneak peek, je rappelle donc tu peux nous mettre à l'écran la petite photo
exactement, Translytical Apps in Fabric. Donc c'est Power BI / Fabric. Sneak peek, ça veut dire que voilà, on a eu l'aperçu. Voilà. Et pas de la preview, Voilà. c'est plutôt de la démo en live, private, mais, certainement, voilà. en gros, Mais déployée du chez teasing, certains en fait. C'est du clients. teasing, voilà. C'est du teasing, mais il y a eu une petite démo, quelques screenshots. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que ça semble Qu'est-ce être? que ça pourrait être? Voilà. Je vais pas te coincer, parce qu'on sait qu'on a très peu d'infos, mais je voulais en parler c'est aujourd'hui. sûr. Non, bien sûr, tu as raison. Alors déjà, la première chose, c'est que ce qui est intéressant, c'est de se dire déjà, bon, on parle beaucoup de Fabric, on parle beaucoup de choses sur la partie data transfo, etc. Là, on va parler un petit peu de Power BI. Donc, on change un petit peu d'univers parce que jusqu'à maintenant, ça faisait quoi? Peut-être 6 mois qu'on n'avait pas trop de que des news. fabriques, ouais. À part le mode sombre sur Power BI, on n'avait pas grand-chose. Non, mais faut dire. Et les dossiers, les dossiers. On avait eu les dossiers, l'organisation par dossier. Non. Ouais. Ok. Oui, bon. Ouais, disons, là, Ça veut dire il y avait eu de news. Non, en fait, pour être plus sérieux, c'est vrai que sur la partie Power BI, la chose qu'on attend depuis longtemps, c'est le fait de pouvoir écrire sur des sources de données, parce que en fait, ce qu'on a l'habitude d'avoir, voilà, c'est le schéma qu'on a là. C'est la partie, en fait, on a la partie transactionnelle, la partie opérationnelle, puis la partie analytique. Hein, ça part toujours dans un sens. On a le transactionnel vers le décisionnel, vers l'analytique. Le transitical, l'intérêt, c'est justement de pouvoir merger un petit peu tout ça. Donc, si on voit le slide d'après, alors, faut savoir que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, puisque les slides qu'on vous présente là datent de 2015 quand même. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est logique, quand même... là. Voilà. Donc là, on a quelque chose, en fait, où toutes les stacks, toutes les couches communiquent avec le transitical. Qu'est-ce que ça explique? Ça explique qu'en fait, en fait, on va pouvoir travailler en analytique avec les données transactionnelles. On va pouvoir communiquer donc dans un sens comme dans l'autre. Donc l'idée, parler de write back, c'est de pouvoir écrire à partir de Power BI des données, des informations dans une base transactionnelle. C'est Et quoi qui fait le lien avec voilà, les SQL database. Ça a du sens, il a bouclé. Mais du coup, d'un point de vue métier... Du coup, c'est un peu plus sérieux. Enfin, disons qu'on est un peu moins dans le c'est juste SQL, Azure Donc, SQL. ça, on rappelle, l'Ignite, la dans- grosse annonce qui nous a fait avoir un beau fou rire, c'était Ouais. l'arrivée des bases SQL dans Fabric, Oui. donc déployables comme ça. SQL voulant dire transactionnel, qui supporte de l'applicatif. Complètement. Et du coup, un des impacts directs, c'est ce sneak peek. C'est que, et pour vous expliquer, ça fait des années quand tu fais du Power BI, que la première Ça. demande des clients, c'est mais est-ce que je pourrais saisir de la donnée? C'est ça. Et toi, tu es là, tu dis, mais attends, c'est un outil de restitution, c'est pas son rôle. Alors, depuis quelques années, on a le visuel Power Apps qui permet de dire, si tu veux Voilà. remplir 3 champs, on peut te créer un visuel Power Apps, C'est ça. mais on a souvent quand même décorrélé les deux usages en disant, non, c'est de la restitution, tu viens faire du Ouais, et puis consultatif. ça nécessite d'avoir Power Apps, ça va de maîtriser Power Apps, d'avoir aussi les C'est ça. licences qu'il faut nécessairement de côté Power Apps s'il y a Et besoin. donc, du coup, tu étais dans une position où tu comprenais la demande client, mais tu disais, de fait, c'est pas le bon outil. C'est pas le bon outil C'est pour ça. pas fait pour ça, et Voilà. puis c'est pas la Du coup, philosophie de c'est pas Power la BI. philosophie. alors L'avantage, après, c'est quoi? Parce que du coup, là, t'es plus obligé de passer par une Power Apps à côté pour faire de la saisie. Exactement. C'est ça. C'est natif, c'est intégré. Alors c'est natif. On a un petit screenshot, je voilà, crois, c'est natif si intégré. Antoine, tu On as verra. le temps de Moi, le je- récupérer. Vu ce qu'on a vu en termes de démo, effectivement, ce serait natif. Alors avec un peu de code quand même. Alors, si on peut remettre un petit peu la slide. Alors oui, effectivement, ça c'est la partie vraiment transitical en fait au niveau database. Mais si on peut revenir à la première slide qui présente les 3 briques avec SQL database, le FX au milieu, qui est très important parce que c'est ça en fait qui va faire le lien. Voilà. Donc on a bien les bases de données SQL à gauche et le FX au milieu. Donc on va avoir un langage. On verra ce que c'est, mais je pense que ce sera lié au langage un peu translytical du coup, qui permettra justement à créer des fonctions. Donc on est sur des fonctions, un peu les user data functions qu'on a eu à un moment donné, les user functions qu'on a eu à un moment donné. Donc de pouvoir créer des fonctions qui vont interroger, voire écrire des données dans les bases transactionnelles, donc SQL. Et donc ces fonctions seront accessibles à partir de report Power BI. Donc dans Power BI, on va pouvoir créer des actions, par exemple un bouton. Quand on va cliquer dessus, ça va faire une action, d'utiliser une fonction et de mettre les paramètres Alors, de cette on a fonction. le screenshot, Voilà. je vois qu'Antoine, Voilà, merci. super, voilà, exactement. Donc là, voilà, on a un bouton effectivement qui est sélectionné Donc, en en bas à droite, là, on voit C'est le ça. petit encadré gris, Voilà, un bouton exactement. Submit. Submit. Alors, ça paraît... Un bouton submit dans un Power BI. Exactement. On n'a pas trop l'habitude d'en voir. Et à donc, droite, juste ce qu'il y a au-dessus, voilà, c'est ce qu'il y a ça. au-dessus du bouton est en fait un ensemble d'éléments qu'on a sélectionnés. Vous voyez que vous avez des petits boutons bleus là, que ce sont des sélections. On a des petites barres
si on la voit bien, mais une petite barre temporelle aussi sur laquelle on sélectionne un temps. Et puis on a même une saisie. Vous voyez, on a une petite saisie de commentaires. Alors elle est très légère. Je ne sais pas si on la voit bien à l'écran. Alors, en cas d'usage que j'imagine, par exemple, tu vois, je sais que dans Power BI Metrics, ce que tu peux faire, c'est mettre des alertes quand tu as certains seuils qui sont atteints. Donc là, tu pourrais déclencher des actions. Par exemple, une alerte qui serait saisie dans ta base de données. Alors, on pourrait imaginer. Tout à fait. Donc, sur le côté alerting, tu pourrais lancer de l'action. Mais tu es quand même au-delà de lancer l'action. Parce que lancer l'action, ça fait penser aujourd'hui à Data Activator, plutôt où on va mettre l'envoi de mail, de notif, etc. C'est plutôt saisir de la donnée tu peux saisir cette alerte dans la base en disant attention à loguer en fait toutes ces alertes. Vois plutôt le côté saisir du nouveau chiffre de la donnée. Dans des tables existantes. Dans des tables existantes. Du commentaire. Ou du commentaire sur des lignes. Là, exactement. L'exemple qu'on a là, c'est effectivement plutôt du commentaire. Alors, on sélectionne un certain nombre de lignes. En fait, ce qu'on voit, c'est sur le tableau qui est juste à gauche. Voilà. On aura dans la colonne commentaire le commentaire qu'on aura saisi dans la zone commentaire. Je pense à quelque chose, moi, tout de suite, quand je vois ça, c'est la notion de simulation financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu veux faire de la simulation financière, souvent, tu es obligé de passer des paramètres. Tu es un peu bloqué, tu vas dire, je te donne des prévaleurs, je préenregistre en me disant 5-10%, si ça augmente, on pouvait le faire. Moi, j'ai déjà fait, on pouvait faire, mais on pouvait mettre que de la donnée numérique dans les paramètres. C'est-à-dire qu'on mettait, moi, je faisais un truc avec la taux de TVA, par exemple, 10, 20, 30, on saisissait dans un... Et tu étais obligé d'avoir les seuils, enfin un nombre de paramètres prédéfinis. On pouvait saisir une valeur, mais c'était que du numérique. Exactement. C'était un paramètre, finalement. Là, on a vraiment un ensemble de formulaires vraiment qu'on crée à droite, dans lesquels on va avoir des éléments qu'on va sélectionner, des sélections, de la saisie de texte, qui vont être en fait comme un formulaire. Et en fait, sur le panneau de droite, là, on voit qu'en fait, on va passer ces éléments de formulaire dans la fonction qu'on aura créée côté FX. Et quand tu faisais des paramètres, Nicolas, tu pouvais mettre un champ libre, une donnée libre? Ou tu étais quand même sur des valeurs prédéfinies? Non, moi je pouvais mettre des valeurs... tu pouvais déjà mettre je pouvais mettre 8% de TVA. Alors je mettais 8 en fait. Ouais, mais tu pouvais pas mettre 8,3. Si, je calculais, en fait, il reprenait la valeur, il le calculait. Mais c'était que de la donnée numérique. Ouais. Je pouvais pas, là, par exemple, inscrire dans une base. En fait, c'était calculé, j'utilisais cette valeur-là comme un paramètre du rapport. Il n'y avait aucune saisie, aucune inscription, à part bien sûr passer par la Power Apps, mais aucune saisie dans une base. Là, on saisit des données qui vont être dans une base, et qui vont être relues, enregistrées vraiment dans une base. Et qui peuvent être consultées, et surtout qui pourraient être consultées par d'autres. C'est-à-dire que si ta base de données derrière supporte ton appli, tes utilisateurs de l'appli vont voir ce que tu as inscrit. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y a une vraie logique, nous, de responsabilité côté service, d'éducation. Attention, ces données, si elles sont là, c'est parce qu'elles viennent d'une appli. Donc attention, on ne fait pas... Ils doivent être maîtrisés, ces données, elles sont saisies, elles ont un process de saisie, de validation, de qualité. Par contre, en base, quoi. Voilà. Et donc, par contre, ce que vous dites, moi je trouve très intéressant, la génération de simulations, la mise en place de commentaires, tout ça, c'est des choses qui doivent rester du côté de la data. Par contre, on sait que s'il y a formule, il y a cochonnerie. Globalement, c'est un peu la logique dans le service. Il y aura toujours quelqu'un pour dire « Oui, monsieur le client, t'inquiète pas. Je vais te refaire toute ton application côté data. Messieurs les clients, ne le faites pas. Si justement les datas sont là, c'est parce qu'elles viennent de quelque part. » Et voilà. Donc ça, c'est que je pense quelque chose qu'il faut... Nous, on va avoir cette responsabilité de pouvoir enrichir, comme tu viens de l'expliquer super bien, Kevin, les simulations, les paramétrages de simulation. On finissait par fabriquer des applications pour faire les simulations, donc ça c'est fantastique, ou comme tu disais, les commentaires, les champs, les tests. Par contre, attention, voilà, c'est faire de la modif, écrire la base, quoi. Voilà, attention, ne pas aller trop loin, parce que du coup, elles viennent de quelque part. Applicatif, tu vois, t'as quelque chose, tu monitores finalement des infos sur ton apps transactionnel, et du coup, par ton analyse humaine, tu veux avoir une influence en disant, vu tout ce que je vois, il faut absolument qu'on ajuste ce paramètre ou qu'on ait telle donnée qui soit enregistrée, bon voilà, là tu peux le faire. Donc, mais en effet, par contre, je prends le point de Romain et tu as raison, c'est le défaut, ça peut être derrière de vouloir faire de l'apps dans Power BI et finalement de sortir un peu, encore une fois, d'aller faire des grosses machines de guerre avec des boutons submit dans tous les sens. Je pense quand même que la fonctionnalité sera quand même... Alors après, je n'ai pas le détail, on reste sur du sneak peek, mais je pense quand même que ce sera quelque chose d'assez restreint, en tout cas au début, sur de la saisie de commentaires, sur... Voilà, encore une fois, du paramétrage un petit peu plus affiné, sur de la sélection du filtre, enfin, des choses qui vont faire que derrière, la donnée va être un peu filtrée.
il va y avoir des choses comme ça, mais C'est une énorme annonce quand même, encore une Ah, fois. mais pour moi, pour c'est le la coup, plus grosse annonce, en tout cas côté presque. Power BI de l'année. Ça soulève beaucoup de ça questions de fait, mon côté, mais d'un point de vue ça métier, fait parce que 8 du ans, coup, 9 ans là, je- qu'on Ah bah est oui. sur Power BI. Ah bah Ça oui. fait 8 ans que tu as les clients qui 2017. disent mais est-ce qu'on peut saisir de la Depuis donnée dans Power BI 2017. Et je n'aurais jamais cru qu'on en parlerait fin L'annoncer un 2024. jour. et que c'est une Ouais. fonctionnalité native avec un bouton que tu En ajoutes. plus. Enfin, tu vois, t'es pas Oui. sur un visuel, Ah oui, etc. parce que bon, on s'était résigné à avoir du Power Apps dedans et à la rigueur, bon, Ça faisait sens. comme disait Romain, ça fait sens dans le sens où il y a vraiment la partie saisie et la partie restitution. Là, Par bon, contre, il faut on voir ce que ça rappelle, fait. on rappelle, c'est tu ne saisis pas dans le OneLake derrière qui reste à base analytics sur ton socle de données avec Ah non, ton on archi communique médaillon. bien avec Et SQL Database. avec les nouvelles bases C'est ça. SQL Database, donc tu es dans de l'enrichissement d'applicatifs quand même, C'est hein, ça. de base Oui. transactionnelle. Et c'est là où il va falloir voir un peu les cas d'usage, en fait, comment. Alors, le saisie de commentaires, je pense que c'est pas mal. L'histoire du paramétrage C'est génial. sur la donnée finance. Moi, je trouve Je pense que génial. c'est bien parce que ça évite de faire pas une usine à gaz, mais de développer quelque chose. En plus, si tu n'as pas la compétence, si tu es pure data, tu vas pas nécessairement partir sur de Justement, l'app. c'est que Voilà. là, moi j'invite les gens à aller regarder une des conférences du Power Platform French Summit de nos amis qui ont justement, Benjamin qui d'habitude est là à ta place, a fait avec notre architecte Alexis une séance pour montrer comment justement on mélangeait les deux mondes avec Ouais. du Fabric et de la Power Platform. Et le jeu, hein, c'est surtout que nous, on a la génération complète et détaillée d'écran avec toute la puissance de la Power Platform sur la data. Ça s'appelle le Model Driven. Donc c'est là où moi je pense, tu vois, il y a encore des choses qui ont leur place et qu'il va falloir Et vraiment... Nous, maintenant, il n'y a que le Transalytics qui. Disons que Je pense qu'une fois sur deux, j'ai j'arriverai pas à le vraiment dire, hâte. celui-là. Là, pour le coup, j'ai vraiment hâte d'attendre 2025 parce que, bon, déjà, avec tout ce que vous nous avez annoncé là, c'est magnifique. Mais en plus, cette news-là, bon, sneak peek veut dire évidemment que ça va arriver dans les prochains mois. Premier trimestre, deuxième trimestre 2025. On peut s'attendre effectivement à avoir des choses vraiment sympas et voir un peu, encore une fois, les use cases. Moi, ça m'intéresse de savoir jusqu'où on va pouvoir aller. On va switcher Ouais. pour aller au bout du sommaire, mais c'était le Translytical sur Power BI. Ouais, alors on vous tiendra au courant quand ça sera en preview, qu'on aura un peu plus testé, d'autres cas d'usage, etc. Mais énorme annonce quand même. On n'avait Vraiment. pas chopé sur la keynote de l'Ignite et qui a été annoncé juste après. C'est ça. On va passer à toi, Kevin. Alors là, c'est la minute triste. La minute deuil. Explique-nous, Ah, sur un air très sérieux, bien Yes. évidemment, Viva Goals, est-ce que l'objectif était finalement inatteignable? Eh ben, je pense que l'idée de fond était bien. Déjà, petite pensée pour Gaël Moreau, qui a beaucoup travaillé sur le sujet ici chez Expertime Gaël, et qui avait participé. Exactement, C'est qui est pour déjà toi, cette intervenu news est sur pour toi. les têtes dans le cloud. On est désolé, Gaël. Cette news est pour toi. C'était Alors, pas du temps perdu, on a appris beaucoup de choses, mais plus sérieusement, Viva Goals, c'était quoi c'était quoi encore parce qu'il n'est pas totalement pas encore. Viva Goals, c'est une brique qui fait partie de la Viva Suite. Donc la suite Viva, c'est une suite d'applications au sein de Microsoft 365 qui se concentre sur le bien-être, le développement des collaborateurs au sein de l'entreprise et le développement de la culture d'entreprise. Viva Goals, c'est un outil qui a été racheté puis rebandé par Microsoft. C'est une société qui s'appelait Ali.io qui proposait une application qui permettait de suivre ce qu'on appelle une stratégie OKR des entreprises. Stratégie OKR, c'est quoi? C'est Objective Key Result. Donc en tant qu'entreprise, en tant que manager, tu définis des objectifs à tes équipes. Derrière chacun de ces objectifs, tu mets des résultats clés à atteindre pour savoir si tu as atteint ou pas tes objectifs. Comment est-ce que tu matérialises tes objectifs en actions concrètes, mesurables et évaluables sur le temps? Et du coup, tu parles d'objectifs d'entreprise les plus d'entreprise, hauts possibles et le tu plus les haut, et appliques tu les à chaque appliques à équipe chaque en te collaborateur, disant c'est ça. finalement moi comment je participe à servir cet objectif C'est ça. global. Et du coup, c'est donner de la visibilité en tant que collaborateur. Ok, bon, objectif de chiffre d'affaires, très bien, c'est vague, mais comment est-ce que moi, concrètement, mon objectif répond à cet objectif C'est de ça. chiffre d'affaires? Et ce qui est quelque chose, au-delà de l'outil, c'était une théorie de management Démarche de d'entreprise, management notamment. classique et qui est très bien. Alors, Microsoft, du coup, a racheté une société qui s'appelait Ali.io en octobre 2021, a rebrandé ça et a déployé Viva Goals en 2022. Donc nous, pour info, chez Expertime, on l'avait déployé chez nous. Et aujourd'hui, un peu plus de 2 ans après, Microsoft annonce qu'ils vont donner sa retraite à Viva Goals. Donc en décembre 2025, l'application Viva Goals... Et pas dans 10 ans en plus. Hein. Oui, voilà, l'application Viva Goals... c'est une retraite très jeune. C'est surtout qu'il faut se dire, c'est qu'ils annoncent que c'est dans un an parce qu'ils viennent de l'annoncer. Mais ils l'ont déjà décidé, je pense, depuis un moment. Donc en fait, le produit, en gros, il a fait un an. Il a fait un an. Ouais, mais ce qui est horrible dans l'annonce, quand même, parce que déjà, c'est que c'est quand même un outil d'objectif d'entreprise. Nous, on a fait 2 ans de change pour essayer de se l'approprier. Tu as peut-être des sociétés qui ont je vais réussi, revenir justement pour... ont été très loin, et on leur dit
Tu sais, ça fait 2 ans que t'es Ouais. dessus. T'as Alors- peut-être un état de l'art de l'OKR. On te dit, Je vais y revenir. fin d'année, c'est fini. Je vais y revenir Les justement là-dessus. Donc, ça veut dire que à partir de décembre 2025, c'est mort complètement. Il n'y a plus de support. Donc, en fait, il y a du support jusqu'à décembre 2025. Donc, pour les entreprises qui ont encore des licences Viva Goals, il y a du support. Plus de nouvelles fonctionnalités. Donc, il y avait des nouvelles fonctionnalités, notamment avec Copilot qui avait été annoncé là-dedans. Terminé. Correction de bugs éventuellement pour les personnes qui vont utiliser encore. Et du coup, pour les entreprises qui ont une solution comme ça, ils peuvent exporter leurs données via Excel, via PowerPoint ou via PDF. C'est le moment de monter une startup qui reprend tout ça. Voilà, c'est ça. Faut racheter le truc. Marché de niche quand même. Marché de niche. Ouais. Pour les les entreprises qui viennent de prendre une licence Viva Goals et pour qui le contrat dépasse décembre 2025, la directive, c'est se rapprocher de ce contact Microsoft pour avoir des solutions. Donc après, avec un peu de ça, donc je lisais un peu les articles, etc. En août de l'année dernière, la suite Viva au global, ça représentait 35 millions d'utilisateurs actifs par mois. Donc, c'est pas énorme quand on regarde l'ensemble des utilisateurs sur Microsoft 365, mais quand même. Mais par contre, Microsoft ne publie pas dans la suite Viva les applications qui sont réellement utilisées et le nombre d'utilisateurs actifs. L'hypothèse, c'est que Viva Goals, c'était la brique la moins utilisée. C'était le cas pour Viva Topics. Déjà, on a annoncé quand même pas mal de morts de sujets modernes WordPress. Donc, Viva Topics, ils l'ont décommissionné. Viva Sales, ils l'ont repositionné, ils l'ont rebrandé sous la forme de Copilot Sales. Et Viva Goals, là, quand on regarde la liste, c'est le produit qui est le moins utilisé. Alors pourquoi ? En fait, l'outil en tant que tel n'est pas compliqué à utiliser, mais c'est l'outil qui matérialise l'importance en fait, du change et l'importance de la culture d'entreprise avant. Ça arrive vraiment en boulot de dingue avant de l'utiliser. Il y a un boulot de dingue qui nécessite quand même une maturité des entreprises qui quand même doivent avoir un mindset OKR, donc savoir définir tes OKR, définir déjà ses objectifs. Pour commencer, savoir pourquoi tu bosses, première chose. Définir les objectifs, avoir la maturité de les transposer à tes différentes strates de l'organisation et derrière matérialiser ça en key result. Oui, bien sûr, en plus. Pour qu'il soit mesurable et à toutes les différentes strates. Donc ça, c'est un boulot monstre. Et est-ce que les entreprises qui avaient déjà cette maturité n'étaient pas déjà sur un outil ? Alors, soit maison, soit un outil. Il y avait ça. Et là, du coup, l'adoption, elle est voilà. Le from scratch, il n'a pas. Alors, il y avait de ça. Il y avait soit des outils maison, soit il y avait Ali.io et du coup, ils sont partis sur Viva Goals. Mais il y a quand même pas énormément d'entreprises qui ont ce niveau de maturité et ce niveau de. Et du coup, le temps que ça te prend là-dessus, en fait, ce travail-là, tu peux pas y passer pour utiliser Viva Goals, parce que Viva Goals, en fait, tout l'outil transpire OKR. Tous les outils, toutes les fonctionnalités, c'est objectif qui résulte. Objectif qui résulte, même les projets, etc. Ah oui. Et je pense que c'est une des choses qui a pris beaucoup de temps à démarrer là-dessus. Du coup, ils prennent la décision de décommissionner cet outil-là, donc il s'appelle. Après, il n'était pas aidé. Regarde-nous, quand on a passé 2 ans à le mettre en place. Sur les 2 ans, on a cassé 1 an et demi à avoir des informations juste sur combien ça va nous coûter. Je veux dire, Microsoft là-dessus, ils ont été plutôt transparents parce qu'en fait, très rapidement, et là, on ne peut pas enlever ça à la Viva Suite, c'est que très rapidement, la Viva Suite, tu as le package complet qui te donne toute la suite Viva, et ensuite, tu avais le positionnement tarifaire, service brique Viva par brique Viva. Viva Goals avait déjà un positionnement tarifaire pour uniquement la brique Viva Goals. Donc, il n'y avait pas de souci là-dessus au niveau du licensing et du positionnement. Le problème, très cher pour ce que ça apportait en fait. La suite Viva, peut-être, mais la partie Viva Goals, je trouve que c'était plutôt fair d'un point de vue positionnement tarifaire. Le souci, c'est que le travail en fait que ça te demande en amont. C'est ça, c'est le travail derrière. En fait, il y a pas, c'est vraiment l'outil qui matérialise l'importance de la culture et l'importance de la maturité d'une entreprise pour qu'il soit mis à disposition correctement. Nous, on s'était plutôt bien amusé avec et on l'avait bien intégré. Donc, grosse pensée pour Gaël et Laura, qui est notre DRH. Bon, voilà. Donc, pour les entreprises qui utilisaient Viva Goals, c'est pareil, jusqu'à décembre 2025. On s'était pas amusé, on l'avait fait très sérieux. Non, mais amusé dans le sens où vraiment on a fait des choses sympas avec. C'est de l'utiliser dans son. C'est ça, vraiment sympa. Et Gaël et Laura, notamment, avaient partagé leur retour d'expérience sur la. Je crois qu'on est en train de perdre Romain. Après moi, c'est Romain. Ça va bien. Ça va? Et Romain, je pense qu'il se retient depuis 45 minutes de tousser. C'est un énorme effort. Les plus assidus ont remarqué le timbre de voix qui a changé de Romain. Exactement. Moi, j'avais un autre homme au début de la table, au début.
Bon, non, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Power BI, le Translytical, Bah, peut-être que ça sera le Viva Goals de on peut demain. refaire du Viva Goals. Oui, bah voilà. Mais, de toute façon. mais Après, voilà. tu vois, Viva Goals, moi, il y a, pour mettre un petit peu toujours aussi, moi, je fais toujours la voix exprès du méchant. Ou, Vas-y, je t'attends. juste positionnons dans le monde de l'entreprise, déjà, qui a besoin des solutions Microsoft 365. Ensuite, tu élargis à qui a réellement besoin de faire de la gestion d'objectifs. Et dans ceux qui ont besoin de faire de la gestion d'objectifs, ceux qui avaient envie de s'outiller, qui ont envie, on ne va pas rentrer dans les débats de ceux qui font exprès de ne pas le faire, ton marché, il existe, il est proche de... Enfin, désolé d'être méchant, mais cet outil, c'était le débat que moi je te disais à l'époque, il n'y a pas assez de marché et de ridicule par rapport au coût de développement d'un outil solide et stable, parce que malheureusement, c'est pas qu'on n'a pas besoin, toutes les entreprises devraient avoir un Viva Goals du haut au bas de l'échelle, que ça soit du frontline et first line worker jusqu'au plus haut dirigeant. Dans la vraie vie, on sait que la gestion par objectif n'est même pas en place pour tous les cadres de toutes les entreprises sur la planète. Et en plus, parfois, c'est une volonté. Donc là, on rentre dans un sujet où je pense que Microsoft a voulu être trop en mode Viva bien-être. Et oui, malheureusement, la réalité du terrain sur marché, ce sujet... tu vois, c'est un outil de start-up, en fait. Oui, donc, ça marche ça. bien quand tu es une start-up, que tu t'outilles, tu dis, on va faire des OKR parce qu'on est que 50 et on peut se l'appliquer. À un moment, tu l'as mis à l'échelle d'M365. En tout cas, l'idée... Exactement. On a une petite question dans le chat, je crois. Une remarque. Alors, c'est de Fredgis. Ouais. Pas grave, nous aurons les OKR dans Microsoft Purview Unified Catalog avec tout plein d'assets dans Fabric et de beaux data products. Ah, donc on n'était pas loin de la vérité. Et dites pas que le pricing Purview est complexe. Ah, oh, d'accord. C'était sur le sujet d'avant. On n'a pas été réactif sur le chat aujourd'hui, mais on avait un petit complément d'information de Fredgis. Et merci pour les commentaires sur la partie Purview. C'est très facile le pricing, surtout pour ceux qui connaissent les grands-parents de Purview. Voilà, quand on connaît les vrais grands-parents de Purview, le pricing, il est simple. Hein. Franchement, quand tu vois avant... Ça s'est simplifié. Bon. Voilà, c'était C'était les anciens combattants qui parlaient. Viva Goals terminé, et je pense que c'est le troisième produit Modern Workplace cette année qu'on a annoncé. Cette année, ouais. Cette année, pour la retraite, voilà. Exactement. Ça fait le ménage, mais c'est comme ça. À quand SharePoint? Non, jamais. SharePoint Forever. On va finir sur la partie donc Viva Goals. Malheureusement, ça fait partie de la vie des produits. On a plein de beaux produits qui sortent chez Microsoft, mais il y en a qu'il faut enterrer, et des fois un peu plus tôt qu'on ne le pense. C'est dommage. Et ça ne fonctionne pas tout de suite. Toujours. On va finir sur un dernier petit point. Du coup, on va clore avec un sujet IA. Alors moi, j'aime bien surveiller un peu, vous savez, tout ce qui est produit par les équipes de Microsoft Research. Il y a un blog dédié, un peu très avant-gardiste. Ça te dit ce qui est en train d'arriver. C'est souvent des services qui ne sont pas tout de suite managés dans Azure ou disponibles, mais qui sont en open source, partagés. Tu as des papiers de recherche, etc. Tu parles de la Power Platform, c'est ça? Exactement. La Power Preview Platform. Exactement ça. Pardon. L'équipe de recherche de la Power Platform. Non, et j'avais évoqué notamment la dernière fois les différents types de modèles fondation. Donc pour rappel, l'IA générative est ce qu'on appelle un modèle fondation, mais entraîné majoritairement sur du texte. On avait du coup Florence sur la partie détection d'images, vidéos, etc. Très largement entraînée sur de l'image et de la vidéo, qui permet maintenant de vraiment avoir du détourage d'objets, de savoir exactement ce qu'il y a dans une image ou une vidéo. On avait parlé d'Aurora sur la partie météo, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode, mais qui était un modèle de simulation météo, donc ils avaient entraîné sur énormément de simulations météorologiques et qui permettrait plutôt finement de prévoir les taux de pollution, des pics, des choses assez fines comme ça sur la partie météo. Et d'ailleurs, je ne sais plus c'était dans quel épisode, mais on vous encourage à aller le voir sur YouTube. Et je crois qu'on avait fait un short sur le sujet. Et là, aujourd'hui, nouveau modèle. Donc, c'est le modèle Mars, donc le fameux objectif Mars cette fois. Alors, Mars pour Market Simulation. C'est un modèle fondation entraîné sur de la donnée, de la simulation financière. Ah, ok. Alors, bon, je ne vais pas rentrer grandement dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur cette idée de génération, toujours, des modèles fondation sur une vision d'IA générative, où on va générer de la simulation. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue intelligence artificielle, quand on parle de finance, on parle souvent d'IA plutôt classique, assez pointu, parce qu'on parle de prédiction. Donc on va faire du prédictif basé
sur des statistiques passées, sur des choses comme ça, pour essayer Même comprendre. de comprendre et d'expliquer les Comprendre et comportements de marché. d'anticiper. Non, non. Alors, Moi, j'ai eu le cas cette semaine de travailler justement sur de la finance avec de l'IA. Même Copilot 365 ou même ChatGPT, il a le niveau pour m'expliquer de la finance à moi. Par contre, le directeur général Alors, d'une boîte de finance, Ah bah oui. il faut une IA spécialisée Alors, rien que pour Romain, lui, hein. là, on est même sur un niveau au-dessus. C'est qu'on est sur de la finance, oui, mais même de la finance de marché. C'est-à-dire, au même titre qu'Aurora essayait de comprendre les modèles atmosphériques, etc., là, on va essayer de comprendre les comportements de marché. Donc, ce qui est assez intéressant, tu as un petit schéma qui présente un peu la complexité du sujet. Ouais. Mais l'idée, c'est qu'en gros, on va... Alors, j'avais vu un terme qui était assez sympa. Ils essayent globalement de créer une place de marché virtuelle. Ouais. C'est-à-dire que sur tout ce qui est passage de flux, de commandes, etc., les passages d'ordre sur le marché, en gros, l'IA générative va générer des comportements de marché et globalement, on va permettre de faire l'espèce de l'analyse le what if en simulation financière. C'est-à-dire de dire demain, d'ailleurs de manière avec des LLM de manière textuelle, de dire et si il se passait ça, donc tel événement sur le marché, qu'est-ce qui se passerait? Et en fait, ton modèle Mars, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer un comportement de marché, parce qu'on est bien sur de l'IA générative, et du coup, en quelque sorte, il va faire une prédiction, mais pas les mêmes prédictions qu'on fait sur de l'IA classique. On n'a pas besoin des stats passées, c'est qu'il va générer, il est déjà entraîné sur des milliers de stats passés, et il va dire, si tu fais ça, ton marché il va se comporter sur tes passages d'ordre, ça va se comporter de telle manière. L'analyse comportementale en fonction de ce qui est, t'imagines, c'est monnaie, blockchain, ce genre de choses. Et si ce pays interdisait la monnaie, quel impact sur le marché financier? Typiquement ça. Et donc les questions, c'est que se passerait-il si différentes tailles d'ordre de trading étaient exécutées dans des conditions de marché différentes? C'est un peu ça les grandes questions. Donc ça peut être extrêmement puissant. D'ailleurs, ils enchaînent pas mal sur les modèles fondation verticalisés parce que le mois précédent, je ne sais plus si on en avait parlé, mais on a eu une série de modèles sur la partie médicale. Je crois qu'on l'avait évoqué. Donc, on avait Medimage Parse notamment, qui était entraîné sur tout ce qui est imagerie médicale, échographie, IRM, etc., qui sont des modèles disponible en open source. Alors, vous pouvez le faire tourner dans le Azure Foundry aujourd'hui. Ça déploie de la VM derrière. C'est des modèles non managés, donc forcément, c'est des gros modèles à héberger, mais qui sont spécialisés sur la détection, par exemple, d'échographie, de radiographie, de choses comme ça. Et là, maintenant, on a la partie finance, qui est forcément regardée de près, parce qu'on parle souvent de ROI. Alors, la santé, ROI direct, la météo, forcément, gros ROI aujourd'hui avec les considérations environnementales qu'on a. Tu peux anticiper des scénarios en fonction du contexte géopolitique, en fonction de... Exactement, et surtout de le rendre aussi accessible au plus grand nombre. C'est aussi l'objectif, parce que les analystes font ça depuis la nuit des temps. Mais là, voilà, ce côté simulation à l'échelle, c'est Mars qui va introduire ce sujet-là. Romain, tu avais un petit commentaire peut-être que tu voulais faire? C'est une question qu'il faudrait peut-être qu'on creuse pour avoir un sujet de fond un jour dans une émission. Quand tu as parlé médical, moi je me suis dit, quand on rassemble tout ce qu'on sait là, on fait de l'analyse d'image, de comportement, de mouvement, de ce qu'on voit à l'écran, de conversation, de tout ça. Le problème globalement sur toute la planète, c'est le médecin généraliste. C'est pas qu'en France, hein. C'est l'accès au médecin généraliste de base qui, aujourd'hui, on a accepté qu'il soit en visio. Donc c'est quoi la différence? Là, je veux pas être méchant, c'est une vraie question. Quelle est la différence aujourd'hui entre une IA qui connaît le Vidal par cœur, entre guillemets, qui sait analyser ton visage, qui sait regarder même tes expressions, etc., voire poser les questions, les bonnes questions et dérouler tous les symptômes. Pour le médecin, je parle vraiment en visio. On est bien d'accord. Quand le généraliste visio? Parce que le généraliste en physique, pas de souci, il a plein de choses qu'il peut faire. Mais tu vois, est-ce que ça, on a des infos là-dessus ou c'est moi qui spécule? Non, pas du tout. On est en train quand même de se rapprocher de ça. Tu as des startups spécialisées aujourd'hui dans la radiographie qui aident les radiologues à gagner du temps sur de l'analyse ou à confirmer des faits. Alors, il y a toujours le sujet de l'erreur. C'est que l'erreur humaine responsable est tolérée aujourd'hui parce qu'on sait que l'erreur est humaine. Par contre, c'est un peu comme les Tesla quand elles se plantent. C'est qu'aujourd'hui, si tu es responsable de la mort de quelqu'un par un diagnostic, même si c'est peut-être 1 million de fois moins risqué par une IA qu'un humain, qu'un généraliste en campagne qui a peut-être un peu perdu ses réflexes ou son savoir, ou qui n'a pas un savoir up-to-date, qui n'est pas accessible, qui n'est pas accessible, qui n'est pas accessible, qui n'est pas à jour, etc. Il y a forcément des gains. Par contre, notamment en France, le sujet de l'éthique dans la médecine fait qu'avant qu'on converge les deux et qu'on l'officialise, il va y avoir un long moment. Et en attendant, tu as quand même
pour info, des petites cabines spécialisées pour faire du télédiagnostic où tu as tes Ah, dans outils. les Moi, pharmacies, là, alors moi je l'ai fait, ça Qui marche ont super fait bien, on dérive, hein, mais Ça- non, ça marche super bien. Non, pour, c'est- il y a un Où tu te- il y a un ouais, département en exactement, France où ils ont t'as le fait médecin à Bah ouais, le distance médecin à et distance, tu et as toi, les outils. voilà, tu passes Et le tu vois, pour thermomètre, une otite d'une angine, tu vois, ça marche très bien. Donc on est en train d'y arriver quand même. Doctolib d'ailleurs, a beaucoup ouvert depuis le Covid la voie au Et télédiagnostic. voilà. Enfin, Non, mais à moi, c'est l'échange. une vraie question, Et j'y l'adoption- connais rien, et je- l'adoption des patients, parce que un médecin, tu lui fais confiance, une IA, encore une fois, C'est même ça. si elle est super bien entraînée, C'est une habitude, c'est une habitude faire qui- confiance à la machine. On est dans le même cas de figure qu'une Ah bah, qu'une voiture Tu vois, moi, j'aurais autonome. plus confiance pour le sujet, justement, en me regardant, en déroulant le use case, etc. En fait, la médecine, c'est pas de le chamanisme, la médecine, c'est ultra carré. C'est beaucoup plus carré qu'un analyse financier. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est un Oui, domaine une relation de où... Non, confiance mais avec on un va- médecin, en et tout cas- c'est pas toujours Ah évident. ouais. Mais, Non, mais je- non, mais je- l'adoption des gens, à je dis pas, traiter, On va tu vois, fermer on est- la voilà, parenthèse, c'est ça, mais c'est en train d'avancer avec les nouveaux modèles fondations. Ça fait partie peut-être des futurs usages de demain. Donc, t'es pas loin de la vérité de se dire il y a des choses énormes qui sont en train d'arriver là-dessus. Après, on rappelle que y a les IA peuvent dériver, qu'il y a la Il hallucination, y a la donc il y a plein de réglementation. problèmes à régler. Et hein. puis C'est l'éthique. comme le quantique. la réglementation européenne. Il faut s'assurer qu'on ça réduit le sera- taux d'erreur avant et qu'on l'aille prouver à l'échelle. Par contre, vu que tu m'as ramené sur un sujet médical, alors je vais vous faire un petit parallèle. C'était juste une news, une petite anecdote, parce que vous savez, on aime bien ici aussi, moi j'aime bien vous parler avec Kevin, on regarde ça de près, les sociétés qui ont été rachetées par Microsoft. Alors des fois de la start-up qui va vous faire des modèles sémantiques d'entreprise qu'on Des voit fois, maintenant dans Fabric, des fois, peut-être les avec les startups qui font des Industry OKR, Solutions. Des fois, les startups qui font des OKR. Mais il y a sur la partie AI, il y a une startup dont on n'avait pas entendu parler. Enfin, on a entendu parler. C'est pas une startup d'ailleurs, c'est une énorme société. Pourquoi je dis startup ? C'est Nuance. Ça fait quelques temps, on en parle dans les têtes dans le cloud. La société Nuance, pour rappel, qui est connue depuis des années pour ses logiciels Dragon, qui étaient des dragons qui étaient des logiciels de speech to text, bien avant tout ce qu'on connaît aujourd'hui en IA cloud. J'adorais Quand ça. tu allais dans J'ai les connu ça, magasins, tu avais les grosses boîtes logicielles Dragon. Ça coûtait une fortune, mais qui étaient C'est plus vieux ultra que nous, ça. spécialisées sur la saisie du coup Pas que vocale. moi. Et notamment C'est ces bien. dernières années, qui était devenu le leader mondial dans le monde de la santé, la prescription médicale, etc. Pourquoi je fais ce petit aparté ? C'est parce que, on en parlait souvent, on disait, mais c'est bizarre, on n'a pas vu l'après-nuance, le rapprochement qu'il y a eu, ça a donné quoi. Et en fait, là, ils viennent d'annoncer dans la partie Azure AI Speech, du coup, donc les services de transcription de la voix de Microsoft, ce qu'ils appellent les HD Voice, les voix haute définition, donc basées sur l'entraînement neuronal, etc. Les HD Voice, elles font quoi notamment ? Elles te permettent, alors d'une, d'avoir une génération de la voix extrêmement naturelle, ça c'est le premier sujet, mais aussi de pouvoir s'adapter au ton, à la tonalité que tu as. C'est-à-dire que si à un moment tu es sur excité, etc., ou pouvoir retranscrire une émotion à travers la voix, tu vois, avoir une voix un peu plus emphasique, sympathique, ou plus etc., ça va faire ces variations, alors qu'on a vu par ailleurs dernièrement du côté d'OpenAI, qui le faisait, mais du coup là on arrive côté service Azure, et aussi qui va te permettre notamment de gérer tout ce qui est les pauses, les arrêts, quand tu discutes, tout ce qui fait réel, tu vois. Et donc le rapprochement avec Nuance, c'est quoi ? C'est que quand tu vas dans le studio Azure et que tu commences à regarder comment appeler ces modèles, ces modèles s'appellent Dragon HD Latest Neural. Donc en gros, c'est certainement, en tout cas hypothèse parce que ça n'a pas été évoqué comme ça, mais ça s'appelle les voix basées sur Dragon globalement. Donc on sent la petite teinte Nuance. Donc c'était un petit aparté que je voulais faire, mais moi ça me tenait à cœur de me dire mais elle est où la stratégie de Microsoft sur le rachat de Nuance ? Je la voyais pas arriver. On a un sneak peek dans les nouvelles HD Voice, les Neural Voice d'Azure, qui s'appelle Seraphina, Andrew, etc. Il y a je ne sais plus combien de voix qui sont mises à disposition et qui sont très certainement basées sur ce rachat. Justement, en parlant de rachat, le chat justement nous signale aussi pour la partie, tu parlais de l'imagerie de radiologie. Ouais. Ils ont racheté Radium, désolé avec ma voix de bronchite. Et voilà, donc aussi d'autres exemples de sociétés qui ont été reprises. Par Microsoft. Exactement, donc sur le sujet, il y a un gros champ des possibles dans le médical, pardon. Et merci pour tout d'ailleurs, ces commentaires hyper riches. On va terminer là-dessus, sauf si tu avais un dernier commentaire, Romain, que tu voulais prendre à la volée, non ? Ils nous ont dit que c'est pas racheté, mais en incubation. En incubation. Et la nuance est importante et on est là pour éviter les conflits, bien évidemment. Donc merci de le rappeler, on dit parfois des bêtises, mais on peut se rattraper.
Mais en tout cas, c'est hyper riche de pouvoir s'appuyer sur vos commentaires. Donc, c'était l'épisode 18 des Têtes dans le Cloud. Alors, on avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Oui, c'était dense. Antoine, et d'ailleurs, on voit la télé qui va s'éteindre dans 57 secondes. C'est que c'était beaucoup trop long pour aujourd'hui. Donc, merci encore de nous avoir suivis. Encore une fois, on vous invite à partager, liker cet épisode. C'était certainement le dernier avant les fêtes parce que je suis pas sûr qu'on arrive à en faire un, mais vous aurez un bel épisode de rentrée début janvier pour débriefer des fêtes et les dernières annonces. Ça aura été du coup une belle année 2024 ensemble. On va conclure là-dessus parce que voilà, on part tous en congé. Après, une année incroyable dans l'univers Microsoft. On a eu, on fera un avant-après, peut-être de ce qu'on avait annoncé en janvier. On se fera ça en janvier. Oui. Ce qu'on avait annoncé en janvier 2024 et la différence entre décembre, ce qu'il y a eu. Voilà. Moi, j'ai oublié la plus grosse news de fin d'année. C'est qu'on passe de 1 Power Platform Friends Summit qui avait lieu en décembre à Paris à 2 le 26 juin à Nantes. On en aura un deuxième, on en aura 2 par an. Pour moi, c'est de la grosse news. C'était pour s'aligner sur les 2 Fabcon. Voilà. On était jaloux. Le combat des practices. Merci à tous. À très bientôt. Et puis, rendez-vous l'année prochaine pour les Têtes dans le Cloud. À bientôt. Salut.